Alors tout d'abord, je tiens au nom de l'intersyndicale à vous remercier de vous être déplacés ce soir et d'être venus pour ce meeting. Donc c'est un meeting organisé par l'intersyndicale qui est toujours soudé et qui reste unanimement opposé au projet de réforme des retraites qui est injuste, injustifiable et brutal et qui représente une régression pour tous et toutes. Depuis janvier, nous nous efforçons de détricoter les fausses promesses qu'il y a dans cette réforme. Et certaines sont déjà tombées. Non, il n'y aura pas de pension à 1 200 € pour tous. Non, les femmes ne seront pas les gagnantes de cette réforme. Non, le déficit du système de retraite n'est pas intenable au point de le menacer. Et que dire sur la mesure phare de cette réforme, le recul de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans, avec un nombre d'annuités porté à 43 années, présenté comme indispensable pour assurer la pérennité financière du système de retraite. Les mobilisations massives dans toute la France depuis le mois de janvier, dans les grandes villes et dans les villes moyennes, comme ici à Belfort, ont montré combien la population est fortement engagée et opposée à cette réforme. Et derrière ces mobilisations, que sont aussi se pose la question des dégradations des conditions de travail et la question des salaires, bien sûr. En intersyndicale, nous avons souhaité organiser ce meeting afin d'apporter des éclairages nécessaires à la déconstruction toujours de cette réforme et surtout à nourrir votre réflexion pour aller plus loin. Nous remercions chaleureusement les intervenants qui se sont déplacés ce soir et qui sont présents ici et que nous accueillons. Pour la CFDT, nous accueillons Laure Nicolaïde. Je vous demanderai de l'applaudir, merci. Pour la CGT, nous accueillons Thomas Vacheron. Pour EFO, nous accueillons Patricia Devron. Excuse-moi. Pour la CFTC, nous accueillons Vladimir Djordjevic. Pour l'UNSA, nous accueillons Dominique Corona. Et enfin, pour Solidaire, nous accueillons Loïc Gatipon. Chacun donc sera invité à venir au pupitre développer une question ou un point de cette réforme. Ils ont une dizaine de minutes pour l'intervention et à la fin de cette intervention, des questions pourraient être posées. On prendra des questions auxquelles nos intervenants pourront répondre. Voilà, donc on fera circuler le micro après. Je vous remercie et on commence tout de suite par Laure. Merci. Ok. Mesdames et messieurs, chers camarades, bonjour. Je m'appelle donc Laure Nicolaï, je suis de la CFDT Interpro, membre du bureau national de la Confédération CFDT et ravie d'être parmi vous aujourd'hui à Belfort avec cette belle spécificité d'intersyndicale fortement unie pour ce sujet explosif de l'avenir de notre système de retraite. Je vais me permettre de reprendre quelques éléments du contexte général. Le gouvernement, qui souhaite mettre en place cette réforme pour assurer, selon lui, la survie du système par répartition, ce système spécifique à la France et auquel les citoyens sont très attachés, repose sur la solidarité intergénérationnelle. C'est ainsi que s'est construit notre pacte social. En France, ce sont les actifs qui cotisent pour payer les pensions des retraités. Alors, si les citoyens tiennent à leur système, sur quoi se base l'exécutif du gouvernement pour lancer sa réforme? Il se base sur les projections les plus pessimistes du Conseil d'orientation des retraites, le fameux COR, pour expliquer que notre système est financièrement à l'agonie. C'est faux. Le système est en déséquilibre d'environ 9 à 12 milliards d'euros par an sur 330 milliards de dépenses. Cela représente un déficit de 3%. Pas de quoi affoler le banquier, fût-il européen.
Ensuite, l'exécutif, pour justifier sa réforme, se base sur l'augmentation de l'espérance de vie. Ça, c'est vrai. Nous vivons en moyenne plus longtemps qu'il y a 50 ans. Du coup, selon le gouvernement, nous pourrions travailler quelques années supplémentaires sans dommage. Mais les études sociologiques montrent que l'espérance de vie commence déjà à régresser et surtout que la durée de vie en bonne santé reste stable depuis 10 ans. Enfin, le gouvernement développe l'argument que les autres pays européens travailleraient plus longtemps, ce qui est faux. D'abord parce qu'on ne peut pas comparer des choux et des carottes. L'âge à retenir pour la France serait alors de 67 ans, puisque c'est l'âge de départ sans décote qui est pris en repère pour le comparatif des autres pays. 63 ans,3 mois étant l'âge réel de départ. D'accord, mais alors, quel est le principe de cette réforme qui fâche ? Le projet de réforme des retraites du gouvernement Macron 2023 prévoit un recul progressif de l'âge de départ de 62 à 64 ans, à raison d'un trimestre de plus par an et l'accélération du rythme de majoration de la durée d'assurance prévue déjà par la loi Touraine de 2014. Concrètement, il faudra avoir travaillé 43 ans dès la génération née en 65 au lieu de la génération 73 pour être éligible à une pension à taux plein. Suite aux mobilisations dans la rue et ailleurs, plusieurs points du projet ont été revus au moment du passage du texte devant les députés. Séquence de débats houleuse, bien peu digne de la vie démocratique française. La nouvelle mouture réintègre le fameux index sur l'emploi des seniors. Ce dispositif devrait permettre de mesurer l'implication des entreprises de plus de 300 salariés pour le maintien dans l'emploi et le recrutement des seniors avec obligation de publicité. Si la publication de l'index n'est pas respectée, une sanction financière correspondant à 1% du coût de la masse salariale serait appliquée. Mais aucune sanction n'est prévue pour un manque de résultats. Autrement dit, si l'emploi des seniors ne progresse pas dans une entreprise, celle-ci ne sera pas sanctionnée. Et en Bourgogne-Franche-Comté, il faut savoir que 80% du tissu économique est composé par des TPE, donc pas du tout concernés par l'indice. L'exécutif envisage également la création d'un nouveau palier dans le dispositif des carrières longues, qui permettrait aux salariés ayant commencé à travailler avant 18 ans de partir à 60 ans. Pour y avoir droit, il faudra avoir cotisé 43 ans et 172 trimestres. Il y aura aussi dans le projet un seuil à 21 ans qui pourrait voir le jour et qui permettrait aux concernés de partir à 63 ans, soit un an de plus tôt que le nouvel âge légal. Mais ce n'est pas une avancée sociale, puisqu'on partait jusqu'à-là à 62 ans. Enfin, le 30 janvier dernier, la disparition des régimes spéciaux a été actée en commission des affaires sociales à l'Assemblée nationale. Ceux de la RATP, des industries électriques et gazières et de la Banque de France s'éteindront donc si la réforme venait à entrer en vigueur cet été. Les danseurs de l'Opéra de Paris, les dockers et la Comédie Française, eux, ne seront pas impactés. Pourquoi ? Mystère. Et je ne dis pas que la fin des régimes spéciaux est une bonne chose. Seul point d'amélioration obtenu de haute lutte dans les semaines qui viennent de s'écouler, l'accès au C2P, le compte professionnel de prévention, anciennement compte pénibilité, qui devrait être élargi à de nouveaux salariés. Ce système, vous savez, il permet d'accumuler des points de manière à partir plus tôt à la retraite en fonction de 6 critères. Le travail de nuit, le travail en équipe alternante, le travail répétitif, les activités en milieu hyperbare, les températures extrêmes ou le bruit. Le port de charges lourdes, les postures pénibles et les vibrations mécaniques, ces 3 critères de pénibilité qui avaient été abandonnés en 2017 ne seraient pas réintégrés. Les salariés concernés par le travail pénible auraient aussi droit à un suivi médical renforcé à partir de la mi-carrière. Pour autant, ça reste extrêmement flou et ce suivi médical serait effectué par un médecin du travail, ce qui est quand même un petit peu réducteur. Donc on le voit, vous voyez on voit que la prise en compte de ces critères sera rendue compliquée pour les travailleurs concernés. Le gouvernement a saisi le Sénat, théâtre des prochains débats concernant ce projet de texte controversé qui comprend la quasi-totalité de celui qui a été examiné à l'Assemblée nationale, même les parties qui avaient été rejetées par les votes des députés, ce qui s'explique par le véhicule législatif choisi pour passer cette réforme. En effet, Elisabeth Borne et Emmanuel Macron ayant opté pour un projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificatif plutôt qu'une loi organique, le débat est contraint, ce qu'on connaît maintenant sous la dénomination article 47.1. Les députés, même s'ils ne sont pas allés au bout de l'examen du projet puisqu'ils sont allés à la fin de l'article 2,
voient de toute façon leur travail complètement balayé, puisque l'Assemblée nationale n'a pas émis de vote en première lecture sur l'ensemble du projet. Le gouvernement saisit le Sénat sur le texte initialement présenté. C'est donc au tour des sénateurs de prendre en main le projet de loi en commission. Donc ça a été fait le 28 février, le texte a été ratifié. Puis dès demain, il y aura des débats dans l'hémicycle. Alors si par tradition, les sénateurs ne pratiquent pas l'obstruction, la bataille n'en sera pas moins rude pour le gouvernement. Les sénateurs auront 15 jours devant eux pour parvenir à un consensus. Concernant les amendements retenus, ils devront être votés en séance. L'un d'entre eux concerne l'embauche des seniors. Les sénateurs veulent proposer un nouveau type de CDI exonéré de certaines cotisations sociales. L'autre accorderait aux mères de famille qui ont une carrière complète une surcote. À voir. J'en viens au point sur les femmes. En tout état de cause, les femmes restent encore une fois les grandes perdantes de notre histoire sociale et cette réforme ne rétablit aucune justice pour elles. Quelques chiffres qui les concernent aujourd'hui. Le différentiel de salaire à compétences, diplômes et carrière égale s'établit à 22% en moyenne entre hommes et femmes, évidemment en défaveur des femmes. Et c'est un différentiel de 40% qu'on observe au passage à la retraite, dû à un parcours professionnel souvent chaotique des femmes. Alors que le gouvernement ne cesse de répéter que cette réforme est juste et favorable aux femmes, la CFDT et l'intersyndicale disent qu'elle est injuste et brutale pour les plus fragiles, donc entre autres et surtout pour les femmes. L'étude d'impact de la réforme, commandée par le gouvernement sur pression des acteurs politiques et syndicaux, a été rendue publique le lundi dernier. Elle nous donne beaucoup d'arguments. D'abord sur la situation actuelle. Le rapport explique que 52% des femmes retraitées perçoivent une pension mensuelle inférieure à 1 000 €, contre seulement 20% des hommes. Cela vient en partie du fait qu'elles sont bien plus nombreuses à avoir eu des carrières hachées. Ce sont très majoritairement les femmes qui suspendent temporairement leur carrière, voire qui l'interrompent, lors de l'arrivée d'enfants au sein du foyer. Les femmes sont en outre plus nombreuses à travailler à temps partiel et ont des rémunérations inférieures en moyenne à celles des hommes. Toujours selon ce document, en projection des impacts prévus dans la réforme, celle-ci va pousser les femmes à allonger leur carrière davantage que les hommes. En moyenne, les femmes partiront 7 mois plus tard, contre 5 mois plus tard pour les hommes. En effet, les femmes, pour pouvoir atteindre leur durée de cotisation, utilisent, et c'est bien légitime, des trimestres validés par enfant. Avant tout, et j'y tiens, le dispositif des trimestres validés liés aux enfants, jusqu'à 8 dans le privé et 4 dans les fonctions publiques, n'est pas un avantage, comme je l'entends souvent, mais bien une compensation visant à corriger les inégalités professionnelles constatées pendant le parcours professionnel des femmes. Alors, avec le report de l'âge légal, ces femmes devront de toute façon attendre d'avoir 64 ans pour partir à la retraite, même si elles disposent avant cet âge de suffisamment d'annuités pour un taux plein. Selon l'adresse, ça concerne 123 000 femmes en 2020. Elles auraient pu partir à la retraite dès 62 ans puisqu'elles avaient tous les trimestres requis et donc l'âge légal pour le faire. Avec le nouveau système, l'écart se creuse de génération en génération. Pour celles nées en 80, par exemple, il y a 8 mois de plus en moyenne contre 4 pour les hommes. Conclure, s'il te plaît. Il faut savoir que les trimestres par enfant ne jouent pas sur le report de l'âge, ils jouent uniquement sur la durée de cotisation. En résumé, ils sont cotisés mais pas valorisés, ce qui ne fait pas augmenter le montant de la pension versée. L'étude d'impact ne parle pas de surcote, elle est pourtant cruciale pour un bon nombre de femmes. En effet, celles-ci prolongent souvent leur activité d'1 ou 2 années, compensant ainsi leur pension inférieure à celle des hommes. Chaque année supplémentaire permet une augmentation de 5% de la pension. La réforme annule purement et simplement cette réalité. C'est la double peine pour celles qui font des enfants et ont commencé à travailler tôt. Merci. Merci, Laure. Bon, bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est à notre tour qu'on vous remercie pour l'invitation. Parce que si on peut organiser ce genre de soirée où il y aura du débat, de l'échange, puisque c'était notre volonté aussi, c'est parce qu'il y a des militantes et des militants, des syndicalistes, des gens qui sont syndiqués, qui s'engagent et qui permettent de tenir correctement et dans de bonnes conditions ce type de réunions qui sont extrêmement importants parce que le temps qu'on prend ici pour débattre, c'est du temps qui n'existe pas forcément ailleurs et c'est extrêmement important de le souligner. Moi, le premier élément que je voulais développer, c'est qu'en fait, et vous le savez,
La préoccupation de la population, c'est d'abord de répondre à l'inflation, en fait, parce que tout augmente, sauf nos salaires, tout augmente, le carburant, l'énergie, les courses, et à chaque fois, pas de coup de pouce pour le SMIC, pas d'indexation des minima de branche ou du point d'indice sur le SMIC ou sur les prix. Et en fait, pour nous, on pense que l'urgence de la situation, l'urgence pour la population, c'est d'augmenter les salaires, pas de reculer l'âge de départ à la retraite. Et c'est ça l'élément fondamental. Et encore une fois, le gouvernement s'y prend à l'envers. Nous, on insiste sur le fait qu'évidemment, le salaire net, c'est pour le mois. C'est celui qui permet de vivre au quotidien. Mais le salaire brut, c'est celui qui permet de mieux vivre demain en cas de chômage, de maladie, de maternité, de congé paternité ou maternité justement, et surtout, enfin, pour nos retraites, parce que le salaire brut, les cotisations sociales, ça sert aussi à ça. Sur nos retraites, justement, ça a été dit par la copine de la CFDT qui est intervenue juste avant, elles sont, ce contre-projet, cette contre-réforme, ce projet, il est injuste, injustifié et brutal. Il est injuste, et vous le savez, puisque ça a été dit, ce sont les plus fragiles qui seront les plus pénalisés. Les femmes, les carrières hachées, les précaires, et bizarrement, ce sont les mêmes qui nous licencient avant 60 ans, qui veulent nous faire travailler après ou jusqu'à 64 ans. C'est injustifié, et là, aux militantes et militants, aux syndiqués, on insiste sur la question parce qu'il y a encore un doute dans la population sur le fait qu'elle serait nécessaire. Et à force d'avoir une lame de fond qui ne fait que répéter cet élément-là, c'est extrêmement important de le décortiquer. Évidemment, il y a le corps, le Conseil d'orientation des retraites, dont son président qui l'indique, qu'il n'y a pas de nécessité, qu'il n'y a pas d'urgence, et que c'est dans quelques années qu'il y aurait de nouveaux besoins. C'est un système qui est extrêmement solide. Notre système français de retraite par répartition prouve qu'il est le meilleur et dans tous les cas de figure le moins mauvais, parce que c'est en France où il y a le moins de retraités pauvres, parce que c'est en France où on a cette chance précieuse, issue des luttes, issue du Conseil national de la résistance, qui permet d'avoir un système par répartition et qui est l'inverse des fonds de pension, des fonds fragiles, de la capitalisation, qui ne profiterait qu'à certains et qui dépendrait en fait des cours de la bourse et plus de nos cotisations. Enfin, c'est un projet qui est brutal, parce que 2 ans de plus, c'est violent. Parce que 64 ans, c'est violent. Parce qu'en fait, ils veulent nous voler 2 années de vie à la retraite, et tous et tout ensemble. Dans l'unité, on le refuse, on l'affirme, et par millions, on l'exprime. Enfin, leur objectif, c'est finalement faire payer aux salariés, aux travailleurs, aux travailleuses, le quoi qu'il en coûte, systématiquement. À chaque fois, on nous explique, on nous répète, on nous ment, parce qu'il y a des mensonges, et aujourd'hui on prouve ce qu'ils font, les éléments de langage qui sont des éléments de mensonge finalement. À chaque fois, c'est les mêmes arguments, c'est pour sauver le système des retraites par répartition, systématiquement, toutes les contre-réformes qui ont été mises en avant. Et ce sont les mêmes qui suppriment l'ISF, l'impôt de solidarité sur la fortune, les mêmes qui exonèrent les cotisations sociales, notamment les cotisations retraite, y compris aux entreprises, qui nous expliquent qu'ils vont sauver le système. Vous imaginez bien que pour nous, il y a plus qu'un doute. On insiste, on explique, on argumente sur les éléments que mes collègues, encore une fois dans l'unité syndicale, vont développer, sur les 1 200 €, le fait que ce soit faux. Il y a 15 jours, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, expliquait qu'il y aurait près de 40 000 personnes qui pourraient en bénéficier. On insiste. Aujourd'hui, il y a 6 millions de retraités qui ont une retraite inférieure à 1 200 €. Pour autant, il y a 15 jours, il nous dit que c'est 1 200 pour 40 000 personnes. Hier soir, il nous dit que c'est entre 10 000 et 20 000. Comment les croire ? La prise en compte de la pénibilité, là aussi, nous considérons que ce n'est pas vrai. Alors, il y a des avancées, parce que les millions que nous sommes toutes et tous dans la rue les fait trembler, les fait hésiter, les fait reculer, mais c'est évidemment pas à la hauteur de ce qu'il faudrait. Et pour les seniors, eh bien, ils mentent encore. À chaque fois, ce qu'il faut comprendre et expliquer, c'est que c'est 2 ans de plus, 2 ans ferme pour tout le monde. Aujourd'hui, quelqu'un qui a une carrière longue, qui a fait ses 5 trimestres de travail avant 20 ans, peut partir à 60 ans avec leur projet. C'est 62. C'est 2 ans de plus
pour toutes et tous. Dernier élément, en fait, c'est l'unité syndicale, l'intersyndicale complète, avec toutes les organisations de jeunesse, disent ensemble que sur des revendications fédératrices, pas de recul de l'âge de départ, 64 ans, c'est non, et pas d'accélération du nombre de trimestres, ni d'augmentation du nombre de trimestres. Et ensemble, nous le disons, nous le répétons, nous le redisons, nous souhaitons le retrait du projet. Et c'est une excellente chose pour les travailleurs et les travailleuses, pour les salariés. Il y a un dirigeant de la CGT qui répétait « Quand les syndicalistes ne sont plus capables de se serrer la main, c'est le patronat et le gouvernement qui se frottent les siennes. » On prouve l'inverse aujourd'hui. On prouve, on convainc, on met dans le pot commun des initiatives, des arguments pour aider, pour construire et pour les faire reculer. Des éléments communs, un matériel en commun, une pétition sonnante et trébuchante, plus d'1 million de salariés, de jeunes, d'actifs et de retraités qui ont signé, des affiches en commun, mettons le 7, la France à l'arrêt par la grève, la manifestation, la mobilisation, et on appelle à élargir chez les commerçants, les artisans, parce que cette réforme, pour toutes et tous, elle est injuste, des tracts en commun, notamment le 8 mars, sur la journée internationale des droits des femmes. Mais en plus, ce qu'on produit, c'est un mouvement intergénérationnel. Parce que les parents ne veulent pas que leurs enfants ne puissent pas avoir de boulot parce que les anciens travaillent plus longtemps. Parce que les enfants ne veulent pas voir leur papa, leur maman travailler plus longtemps alors qu'ils ne le peuvent plus, bien souvent. Parce que les grands-parents sont solidaires. Et contrairement à ce qu'ils ont essayé de faire, de diviser la population, de diviser en fonction de l'âge du public ou du privé, finalement, ça ne fonctionne pas et on prouve le contraire. L'unité syndicale, l'unité des salariés, l'unité, quel que soit son âge. Et à partir du 7, pour nos retraites, on s'arrête. C'est ça la discussion qu'on a aujourd'hui, et ça a été évoqué, c'est ça que nous mettons dans le pot commun. Et on s'arrête pourquoi? Parce que cette fois-ci, on peut gagner. Mais pour gagner, après avoir argumenté sur une partie des éléments qui seront appuyés, on peut gagner en transformant le soutien de la population en mobilisation, en demandant à ses collègues de travail, à ses amis, à ses familles, de s'y mettre avec nous, comme ils le peuvent. La grève est dure. Ceux qui ne peuvent pas beaucoup, 1 heure, 2 heures, 3 heures de débrayage. Ceux qui peuvent un peu plus, un peu plus. Ceux qui ne peuvent vraiment pas, en RTT, en congé. Mais dans tous les cas de figure, on met dans ce pot commun de la mobilisation, on utilise le soutien de 70% de la population, de 9 salariés sur 10, de 60% de la population qui soutient la grève, la mobilisation, même le blocage, puisque c'était le thème du sondage. C'est dire là où on en est. Et ça va dépendre de nous. Ça va dépendre de vous, ça va dépendre de nous toutes et tous, de nous les syndiqués, de ceux qui malheureusement ne le sont pas encore, mais cette fois-ci, nous insistons, on peut gagner. Bonsoir à tous. Donc, je vous remercie pour l'organisation de ce meeting en intersyndical avec l'ensemble des organisations syndicales. Alors, il manque le drapeau de la CGC, mais je les ai eus tout à l'heure au téléphone. Ils ont pu malheureusement pas libérer quelqu'un pour venir participer, mais ils sont bien avec nous dans l'intersyndicale et par la pensée ce soir avec nous. Donc, 8 organisations syndicales réunies pour un seul mot d'ordre. On ne veut pas cette réforme. Il ne faut pas qu'elle soit votée. Il faut que le gouvernement recule. Ce n'est jamais arrivé. Jamais. Donc aujourd'hui, le gouvernement de Macron, il a réussi une chose, c'est de créer une intersyndicale solide, c'est de créer des liens entre nous, c'est de nous permettre de travailler tous ensemble et de sortir des communiqués communs, de trouver des revendications communes et de lutter ensemble. On se retrouvera le 7 mars pour commencer un mouvement, pour faire reculer le gouvernement, et je suis sûre que vous serez tous avec nous. Effectivement, on a fait plusieurs journées toutes réussies, grâce à vous, grâce à la population, grâce aux organisations syndicales qui ont coordonné ces mouvements et qui les ont organisés. On a mis plusieurs millions de personnes dans la rue. Elles se sont toutes mobilisées dans le calme, dans le respect de chacun. Et le gouvernement ne nous entend pas. Il ne nous entend pas et en plus, il nous rend responsables. Je ne sais pas si vous avez vu aujourd'hui Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement.
rendre responsables les organisations syndicales qui disent qu'il faut bloquer le pays pour les faire reculer, de la sécheresse, des problèmes des transports. Mais les problèmes des transports, la sécheresse, je ne rendrai pas le gouvernement responsable. Bon, après, il y aura le débat sur le climat et les enjeux et qu'est-ce qu'ils font pour lutter contre ça. Mais le transport, s'il est en difficulté aujourd'hui, je pense que les organisations syndicales n'en sont pas responsables. Je pense que la politique menée depuis quelques années en est largement responsable. Nous dire qu'en mettant la France à l'arrêt, on va détériorer les transports, je pense qu'ici, vous êtes tous convaincus que les arguments sont quand même assez fallacieux et qu'on est arrivé bien bas aujourd'hui pour essayer de tromper les citoyens sur des arguments de cette nature. Sur les retraites, quelques chiffres. On nous avait annoncé pour l'année 2022 un déficit sur le régime des retraites, 900 millions d'excédents. C'est le COR qui avait fait ces prévisions. Le COR, il nous dit déficit de 2023 à 2030, déficit très raisonnable et qui ne met pas en danger le système. Et pour autant, on nous dit qu'il faut faire une réforme et que cette réforme, elle pourrait permettre de dégager des marges fiscales qui permettraient de supprimer la CVAE. La CVAE, c'est, on va dire, parce que c'est plus facile de voir exactement à quoi ça correspond, c'est l'ancienne taxe professionnelle. Et vous croyez qu'on a besoin de faire des économies sur les retraites, de faire partir les salariés 2 ans de plus, de leur prendre 2 ans ferme pour que la taxe professionnelle pour les entreprises soit supprimée? Moi, je ne crois pas. En notre organisation, ça, on ne le croit pas. Et je pense que l'ensemble de l'intersyndicale ne le porte pas non plus. Il n'y a pas de problème de dépenses au niveau des retraites. Il y a éventuellement un problème de recettes. Et les recettes, pour les retrouver, il y a plusieurs leviers. Les concertations ont porté des solutions, ont porté tout un tas de propositions au gouvernement qui sont toutes restées lettres mortes. Dans les propositions qui ont été faites, c'était d'augmenter l'emploi des seniors. Si on augmentait de 10 points l'emploi des seniors, on résoudrait le problème des déficits retraite. 10 points. 10 points qui permettraient aux seniors de ne pas arriver à l'âge de la retraite au chômage, en invalidité, aux minima sociaux. Aujourd'hui, il y a un senior sur 2 qui arrive à la retraite et qui n'est déjà plus en activité. Donc le faire travailler 2 ans de plus, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre un petit peu plus en précarité, on va creuser le déficit de chômage, on va le faire travailler un peu plus de temps en invalidité, ou on va le faire tomber sur les minima sociaux, et on va du coup détériorer son calcul de retraite. Voilà où on nous emmène. Alors, on nous donne plusieurs arguments. L'espérance de vie. L'espérance de vie en bonne santé n'a pas augmenté depuis 10 ans. Donc, pour nous, c'est un argument complètement faux. Deux ans de plus, c'est pour tout le monde, même les carrières longues, contrairement à ce que le gouvernement essaie de nous dire. Donc, au lieu de partir à 58 ans, ils partiront à 60. Mais c'est 2 ans. Même si c'est 2 ans avant les autres, c'est 2 ans. En quelques chiffres pour les seniors, les derniers chiffres de 2021 indiquent que dès l'âge de 55 ans, presque un Français sur 2, 44%, n'a plus d'emploi à 55 ans. En 2018, un tiers des seniors sans activité vivaient sous le seuil de pauvreté. À 60 ans, les personnes résidant en France étaient à 25% en pré-retraite, retraite ou cumul emploi-retraite, 20% inactifs. À 62, âge d'ouverture des droits, elles sont à 60% étant pré-retraite, retraite ou cumul emploi-retraite. Cumul emploi-retraite. Et on nous parle aujourd'hui de faire travailler les gens jusqu'à 64 ans. Et ça va juste réduire leur retraite. Donc il faudra faire du cumul emploi-retraite. Est-ce que c'est la société dans laquelle on veut avancer ? Maintenir aller jusqu'à 64 ans, c'est augmenter, du coup, ce que je vous disais, les déficits de la branche chômage, de la branche maladie, de la branche accident du travail, maladie professionnelle. Parce que
On va augmenter les risques d'accident du travail, on va augmenter les maladies professionnelles. Et sur les départements, du coup, ce sera une augmentation des impôts locaux pour financer les nouveaux bénéficiaires du RSA. On peut aussi ajouter la protection sociale complémentaire qui sera impactée d'après la mutualité française à hauteur de 10 milliards d'euros. Et ça, la prévoyance, c'est vous, les salariés, et vos employeurs qui la payez. Et du coup, il faudra augmenter les taux de cotisation pour faire face. Donc la réforme, elle ne va rien faire, elle ne va pas économiser. Elle va Ainsi, non seulement la réforme ne va rien faire économiser, mais elle va poser fortement sur les coûts sur toute la protection sociale, et tout cela, en plus de prolonger la précarité d'un grand nombre de travailleurs seniors. Alors quand on vous dit 10%, il suffit d'augmenter de 10% l'emploi des seniors, ce n'est pas une vue d'esprit des organisations syndicales, ça a été porté par Jean-Hervé Lorenzi, qui n'est pas un économiste de gauche atterré, vous pouvez regarder, c'est plutôt quelqu'un qui est très ancré, proche du patronat et du MEDEF, et c'est lui qui le porte dans ses rapports. Un mot sur les femmes, on cherche des recettes, 22% de salaire en moins pour les femmes, on commence à lutter efficacement sur ces discriminations-là, et on augmente aussi les cotisations retraite qui pourraient alimenter du coup les recettes et qui pourraient permettre d'augmenter les retraites des futurs retraités et maintenir notre régime par répartition et notre retraite à 62 ans. Parce que les femmes, elles vont être particulièrement impactées. Vous le savez, ça a été dit, je ne vais pas répéter des choses qui ont été dites, mais congé maternité, congé parental, temps partiel, etc. Donc elles ont des carrières hachées. Les 25 meilleures années, c'est parfois ceux du temps partiel. Donc forcément, les retraites, elles sont très impactées. Et si on veut des recettes, quand il y a du temps partiel imposé, on oblige l'employeur à cotiser sur du taux plein. Je vais juste terminer en disant que le 7 mars, on a besoin que chacun d'entre vous, que chaque salarié, chaque retraité, chaque actif soit là, derrière les organisations syndicales qui appellent tout unanimement à se mobiliser pour faire reculer le gouvernement. On a essayé les mobilisations où on ne bloquait rien, où on ne demandait pas forcément toujours aux salariés de se mettre en grève. On a vu le résultat, vous l'avez vu. Ils ont gardé passer les manifestants et ils ont dit bah, « ça y est, c'est terminé, on reprend notre vie ». Donc aujourd'hui, si on est obligé d'arriver à dire « on veut bloquer la France », c'est pas parce qu'on aime ça. C'est pas parce qu'on aime mettre les salariés en grève et leur faire perdre de l'argent, nous les organisations syndicales. C'est parce qu'aujourd'hui, on considère que c'est le seul moyen pour faire reculer le gouvernement. Donc quand Véran il nous dit que bloquer la France, ce sera la sécheresse, c'est eux qui l'ont organisée un peu partout, notamment dans les hôpitaux, la fonction publique et ailleurs. Donc les arguments fallacieux, je pense qu'ils ne convainquent aujourd'hui personne. Donc on vous attend du coup le 7 mars et je suis sûre que vous serez avec nous et qu'on vous convaincrez, vos collègues, vos amis, vos familles, que cette mobilisation elle est nécessaire, que ce combat il est juste et qu'il faut qu'on le mène ensemble. Mesdames, Messieurs, chères Belfortaines et Belfortins, chers militants, chers amis, je suis très heureux d'être ici, chez moi, à Belfort. J'ai cet avantage par rapport à mes voisins, avec vous tous ensemble pour combattre la réforme des retraites, plutôt la réforme de la casse de nos retraites. En préparant mon intervention hier soir, et pour gagner du temps, je me suis dit, allez, je vais faire un copier-coller, simplement, d'un discours qui résume ma position et que je vais vous lire tout de suite. Tant qu'on n'a pas réglé le problème du chômage dans notre pays, franchement, ce serait hypocrite de décaler l'âge légal. Quand aujourd'hui on peut qualifier, quand on est peu qualifié, quand on vit dans une région en difficulté industrielle, quand
on est soi-même en difficulté, quand on a une carrière fracturée, bon courage déjà pour arriver aux 62 ans. C'est la réalité de notre pays. On va vous dire, il faut maintenant aller jusqu'à 64 ans. Vous ne savez déjà plus comment faire après 55 ans. Les gens vous disent, les emplois, c'est plus bon pour vous. C'est ça la réalité, c'est le combat qu'on mène. On doit d'abord gagner ce combat avant d'aller expliquer aux gens, mes bons amis, travaillez plus longtemps. J'invite les gens qui, de manière simpliste, disent que c'est ça la solution. D'abord, à regarder notre société. On doit gagner la bataille du plein emploi. Vous l'avez pour certains peut-être reconnu? Non? Ce n'est pas l'extrait d'un discours d'un leader syndical révolutionnaire, c'est le discours du président de la République en 2019. Je vous épargne l'historique du discours du ministre du Travail, qui adapte sa position en fonction des postes qu'il obtient, ce qui démontre, je pense que vous allez tous d'accord avec moi, les fortes convictions politiques qu'il porte. Cet extrait me permet de répondre à l'argument que j'entends souvent. Il a prévenu les Français pendant la campagne électorale. Non, il a changé d'avis. Car ses propos en 2019 sont malheureusement toujours d'actualité. A-t-il réglé le taux de chômage des seniors en France? Non. Sommes-nous à Belfort, à Montbéliard, dans le plein emploi? Non. Loin de là, malheureusement. Et j'ai une pensée encore forte pour tous nos amis militants et salariés qui perdent chaque semaine leur emploi. Encore la semaine dernière, la boutique San Marina à Belfort, je pense à l'Intermarché, à Sochaux et encore plein d'autres que nous accompagnons tous les jours auprès de nos syndicats. Le président de la République a renoncé à régler les vrais problèmes. Il préfère faire subir aux Français une réforme paramétrique par manque de courage politique. C'est ça la réalité, chers amis. Oui, c'est difficile pour nous, syndicats, de soutenir une réforme avant d'avoir réglé l'essentiel. Quand le gouvernement a vu qu'il n'y avait pas l'appui des syndicats, il a commencé à s'agiter. Avec des entretiens avec les syndicats, une concertation où, comme disait mon président, nous avions les conclusions de la réunion avant de passer la porte de la Première ministre. Des conclusions que nous connaissons tous, qui sont de repousser l'âge de la retraite. La CFTC que je représente, comme chaque syndicat, on a fait des propositions sur l'emploi, des seniors, sur le financement, sur la pénibilité. Mais c'est une consultation quand la seule solution pour le gouvernement, c'est de décaler l'âge de la retraite. Le gouvernement n'a même pas pris la peine d'étudier nos propositions. Sur le financement, un seul exemple, l'amélioration du taux d'emploi des seniors. En lisant, je vais répéter ce qu'a dit ma collègue de Force ouvrière, 10 à 15% d'amélioration du taux d'emploi des seniors, c'est 10 milliards de recettes supplémentaires. Mais le gouvernement ne voulait pas des propositions des syndicats. Le président Macron, comme depuis le début de son mandat, méprise les corps intermédiaires. Il méprise les syndicats et les plus de 5 millions de Français qui soutiennent les syndicats lors des élections CSE. Nous marchons sur la tête quand la boussole idéologique du gouvernement, c'est Éric Ciotti. Voilà. Devons-nous rappeler le score de Valérie Pécresse aux élections présidentielles? Puis le gouvernement a décidé de faire croire aux Français qu'il va verser 1 200 € à tout le monde. C'était le discours, tous les ministres l'ont dit, répété. Nous devons le dire aujourd'hui, le gouvernement a menti aux Français. Je lisais encore ce matin un article de presse qui confirme que cela concerne seulement 10 000 personnes, et ce qui a été dit par mes collègues. En réalité, cette réforme est profondément injuste. Injuste car la réforme fait peser uniquement
l'effort aux travailleuses et aux travailleuses. Rien pour les plus grandes entreprises, rien pour les profits boursiers, rien pour les plus grandes fortunes. Injuste car elle demande des efforts toujours aux mêmes personnes, à ses premières lignes, comme les a qualifiés le président de la République, pas très loin d'ici, à Mulhouse. Heureusement que nous avons des soignants qui interviennent à l'hôpital, en ville, dans les EHPAD, dans les établissements accueillant des personnes en situation de handicap, dans les services à domicile, qu'ils soient infirmiers, ambulanciers, pharmaciens, aides-soignants. Comment pouvons-nous leur demander de travailler encore plus? Injuste aussi pour ces peuples travailleurs, j'ai repris l'expression encore du président de la République, ces deuxièmes lignes, l'ensemble des femmes et de ces hommes qui sont du secteur de l'alimentation, du commerce, des premières nécessités, de nettoyage, ce sont nos livreurs, nos caissières, nos caissiers. Comment pouvons-nous leur demander à eux aussi de travailler encore plus longtemps? Injuste, car la réforme va demander aux salariés ouvriers de travailler encore plus. Je pense particulièrement aux salariés de l'usine Peugeot, de Sochaux, sur les chaînes de production qui déjà aujourd'hui souffrent bien avant 50 ans de l'intensification de la production. Comment pouvons-nous leur demander de travailler plus? Bien entendu, les annonces du gouvernement sur la pénibilité sont largement insuffisantes. Le gouvernement a détruit les outils essentiels, et vous le savez, les services de médecine au travail. J'ai l'occasion, malheureusement, de côtoyer régulièrement. C'est des services qui ne sont pas suffisamment développés, ils n'ont plus le temps de venir. Les CHSCT qui ont été supprimés, qui est une erreur dramatique qu'a fait le gouvernement. Aujourd'hui, nous n'avons plus le choix. Nous devons faire reculer le gouvernement avec notre mobilisation. Nous devons continuer à mettre la pression sur nos parlementaires. Nous sommes persuadés que jamais nos parlementaires auront une occasion plus belle de prouver que leur travail constitue à relayer dans l'hémicycle les aspirations des citoyennes et des citoyens qu'en s'opposant à cette réforme. Hier a débuté l'examen au Sénat. Nous appelons le sénateur Cédric Perrin à faire le bon choix, à respecter le choix des terrifortins. Je l'invite à sortir de son bureau, d'aller dans les rues de Beaucourt, de voir la réalité du profond rejet de la réforme par la population. Nous appelons les grands électeurs du sénateur à lui mettre la pression pour qu'il vote contre la réforme et particulièrement sur l'article 7. Ne baissons pas les bras, chers amis. J'ai souvenir, il y a quelques années, et je crois que j'ai vu un camarade qui était avec moi à l'époque, qu'il y a quelques années, on était dans la rue de Belfort, mais lui, Besançon, pour combattre le projet du gouvernement qui voulait mettre en place le CPE. J'étais à l'époque militant d'un syndicat étudiant. C'est les bonnes années. Nous sommes restés mobilisés jusqu'au bout et nous avons réussi. Donc, il faut continuer, les amis. Je vous invite à aller voir vos collègues, vos voisins, votre famille, pour les inviter à se mobiliser dans la rue, mais aussi sur les réseaux sociaux, dans les entreprises. Toutes les mobilisations sont importantes. Même si on ne peut pas faire grève, relayons sur les réseaux sociaux les informations, distribuons dans son quartier, parlez à vos amis. C'est très important. Je vous invite, nous avons besoin de vous. Chers amis, je vous donne rendez-vous le 7 mars à Belfort, tous ensemble, pour faire retirer la réforme injuste et brutale. Merci. Bien, mes chers camarades, merci d'abord de cette initiative. Je pense que
quand il s'agit d'un dossier aussi impactant que celui des retraites, aussi grave pour l'ensemble de la population, il est normal, il est essentiel que nous puissions venir à votre rencontre, débattre avec vous et effectivement essayer, par votre intermédiaire, de convaincre encore plus de Français du mal fondé de cette réforme. Alors moi, j'ai eu la chance ou la malchance de participer à toutes les concertations avec le ministre du Travail. Et c'est vrai que j'ai été particulièrement surpris dès le départ de voir que, finalement, ce qui était le plus important à ses yeux, c'était d'avoir un accord avec le patronat et puis un accord avec les Républicains. En fait, pendant toutes ces concertations, j'ai eu l'impression qu'il ne voulait donner des gages qu'au MEDEF, puis ensuite à des partis politiques, et qu'un accord avec les organisations syndicales, c'était le dernier cadet de ses soucis. Alors, ce qui pose un vrai problème de démocratie, parce qu'aujourd'hui, quand même, les corps intermédiaires, c'est eux qui représentent les travailleurs et les travailleuses de ce pays. C'est eux qui sont en contact des salariés, qui souffrent parfois dans leur métier, qui souffrent parfois, effectivement, dans leur entreprise ou dans les établissements publics. Et on s'est rendu compte, une fois de plus, que ce gouvernement n'avait aucune envie, au final, de discuter avec nous. Et effectivement, son seul outil, son seule envie, c'était de trouver un accord politicien, pour faire passer cette réforme. Et ça, c'est une vraie difficulté. Parce que sans nous, sans les organisations syndicales, eh bien, le gouvernement est bien seul après, face à ce qui va arriver le 7 mars. Alors, pourquoi cette réforme, elle est injuste, injustifiée et punitive? Beaucoup, déjà, de mes camarades qui sont succédés l'ont dit. Elle est injuste parce qu'elle va toucher tout le monde par 2 ans ferme. Parce qu'elle est injuste parce qu'elle va toucher surtout les plus faibles. Elle est injuste parce qu'elle va toucher les femmes en particulier. Elle est injustifiée pourquoi? Elle est injustifiée parce qu'on nous dit qu'il va y avoir en 2027. 2027. Donc c'est pas demain, on a un peu de temps quand même. Hein. On n'est pas pressé à faire voter une loi en 4 mois ou en 2 mois. 2027, on a un peu de temps pour voir venir les choses. On nous dit qu'il y aura peut-être un déficit de 12 milliards d'euros. 12 milliards d'euros sur 336 milliards de prestations. Est-ce que vous savez que ça fait moins de 3%, mes chers camarades? 3% de déficit. Mais moi, je serai Bruno Le Maire à 3% de déficit, c'est le champagne tous les jours. Et donc, quand c'est les assurés sociaux, par contre, ça, c'est pas champagne. Hein. Là, c'est pain dur, sel et poivre tout de suite. Donc, pourquoi, quand c'est le budget de l'État, après tout, on a le droit d'avoir plus de 3% de déficit, ça pose de problème à personne. Et quand il s'agit du budget des assurés sociaux financés par nous-mêmes, à ce moment-là, c'est la catastrophe thermonucléaire, le système est en péril et tout va s'effondrer. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Et donc, dès le départ, l'ensemble des organisations syndicales ont proposé des solutions très concrètes pour résorber ce petit déficit qui est sur la marge du trait, qui, de plus, ne sera plus présent en 2035. Donc, c'est cette courte période qu'on veut nous faire payer. Et donc, elle est injustifiée parce qu'effectivement, il y a d'autres solutions, et j'y reviendrai tout à l'heure, et elle est punitive parce qu'elle va faire repousser l'âge égal de tout le monde de 2 ans, parce qu'elle touche que les travailleurs, et j'y reviendrai tout à l'heure, puisque le MEDEF n'est pas là, les employeurs ne sont pas là, on ne leur demande rien, et parce que, comme je vous l'ai déjà dit, elle va effectivement pénaliser surtout, particulièrement, les femmes et les plus précaires. Alors, quelques solutions. Alors moi, je ne suis pas un économiste, hein. Donc moi, je regarde ce qui se fait, je regarde, j'écoute, je lis, j'essaie de lire un peu des sujets sur les retraites, etc. Puis, je suis tombé un jour sur une note d'un certain François Bayrou, haut commissaire au plan, donc proche du gouvernement, membre du gouvernement, puisqu'il est haut commissaire nommé par le président de la République. Et dans cette note, il disait que si on augmentait de 1 point les cotisations sociales employeurs, 1 point, pas non plus le grand soir, hein, 1 point, c'était 7 à 8 milliards d'euros. Ben moi, je les prends. Hein. Sur 12 milliards, déjà, je me dis, il ne m'en reste pas grand-chose, il me reste 4-5 milliards à trouver. Puis, je suis allé un peu rechercher aussi des amendements dans le projet de loi de finances à la sécurité sociale. Et puis, je suis tombé sur un amendement qui avait été proposé par le président de la commission des lois des affaires sociales de l'Assemblée nationale,
donc de la majorité actuelle, qui s'appelle Sacha Houlié, et soutenu par d'autres députés qui sont des proches d'Emmanuel Macron, tels que Marc Ferracci, par exemple, etc., qui proposait de supprimer une baisse de cotisation famille pour les hauts salaires. Ben oui, en France, les employeurs, parce qu'on ne les aide pas assez, on leur octroie une baisse de cotisation familiale pour les salaires entre 2,5 et 3,5 SMIC. Tout le monde s'accorde, même les députés de la majorité, à dire que cela ne rapporte rien en productivité et rien en termes d'emploi. C'est 4 milliards d'euros par an que l'État donne à la place des entreprises à la branche la famille. Eh bien, on annule cette baisse de cotisation et ces 4 milliards d'euros, que de donner à la branche famille, eh bien, on les récupère sur la retraite. 7 plus 4, on est 11 milliards. Alors, si on fait un peu d'emploi des seniors, on arrive largement à 12 milliards d'euros. Et donc, si effectivement, comme l'a dit Patricia, on augmente de 10 points l'emploi des seniors en France, c'est 50 milliards d'euros. Alors, vous imaginez, on fait de l'emploi des seniors, on fait 1 point de cotisation sociale employeur, on arrête ces baisses de cotisation familiale qui ne servent à rien en termes d'emploi, mais on a de quoi financer la pénibilité, on a de quoi financer les fins de carrière, on a de quoi financer les reconversions professionnelles de deuxième partie de carrière, etc., etc. Et ce qui m'a frappé, c'est que quand on a dit ça à la Première ministre, la réponse a été non tout de suite. Surtout, ne rien demander aux employeurs. Surtout, continuons comme si rien ne s'était passé et continuons à faire ces cadeaux sans aucune contrepartie. Et donc, quand on propose à la Première ministre cette solution-là, de suite, c'est balayé d'un revers de main en disant « c'est niette, on ne touchera à rien, on ne demandera rien aux employeurs ». Donc voilà la situation dans laquelle on est. Je pourrais vous donner d'autres exemples. Donc le problème financier, on l'a réglé. Les 12 milliards, on les a. Hein. Donc on voit bien que c'est une réforme dogmatique qui est une volonté politique de punir les Français. Sur l'emploi des seniors, très franchement, là encore, moi j'avais l'impression que dès qu'on faisait une concertation avec le ministre, le lendemain les employeurs passaient, et tout était ratiboisé. Non mais, osez nous proposer un index et nous dire, si l'index n'est pas publié, à ce moment il y aura sanction, mais un index c'est quoi? Un index c'est des statistiques. Mais tout le monde va publier des statistiques, c'est pas ça le problème. Le problème c'est qu'est-ce qu'on fait de ces statistiques? Comment on les transforme en véritable accord sur l'emploi des salariés expérimentés dans ce pays? C'est ça la vraie question. La question c'est pas de publier des statistiques. Moi j'en ai besoin en tant que syndicaliste de statistiques, mais moi je m'en sers pour aller vers du mieux. Et on nous dit, ah non, surtout on ne va pas imposer une amende aux employeurs s'il n'y a pas d'accord sur l'emploi des salariés expérimentés. On va s'arrêter à la publication de l'index. Publication de l'index au départ de la loi pour les plus de 300. Après, ils sont descendus à moins de 50. Mais toutes les TP, les petites entreprises, elles ne seront pas du tout assujetties à cet index. Donc vous imaginez, là encore, l'injustice dans laquelle on se retrouve. C'est quand même les employeurs qui licencient les salariés expérimentés et on leur dit, continuez messieurs, dames, de toute façon, on ne fera rien contre vous. Donc là encore, on force est de constater que le gouvernement n'a pas voulu écouter les propositions des organisations syndicales. Sur la pénibilité, là encore, franchement, je vous rappelle qu'il y avait une réforme de retraite qui s'appelait la réforme Touraine, qui avait mis en place un compte personnel de prévention de la pénibilité. C'est extrêmement grave ce qui s'est passé. C'est extrêmement grave ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce que l'État avait décidé de mettre en compte personnel de prévention de pénibilité, qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec ça. Un autre président de la République arrive 3 ans après et dit finalement, je me suis trompé, je supprime. Ça veut dire qu'on n'a pas, en plus, dans la parole de l'État, il y a une difficulté. Comment négocier avec un État qui, s'il y a de suite une alternance, si on obtient des choses, les retire? Et donc, sur les critères de pénibilité, là encore, comment on peut expliquer qu'on ne soit pas capable en France de mesurer les charges lourdes? Alors, je vous fais une anecdote là aussi, parce que malheureusement, j'ai fait plusieurs réformes des retraites, je suis vieux maintenant. Ah, c'est déjà bon, donc je vais aller très vite. Donc simplement, quand vous avez Geoffroy de Bézieux, le patron de MEDEF, qui vous dit devant le Premier ministre de l'époque, on sait qu'il y a des charges lourdes, mais on ne sait pas les mesurer. Franchement, si c'est un problème technique, on est assez calé aujourd'hui avec des montres connectées pour tout faire. Donc aujourd'hui, une fois de plus, sur la pénibilité, que dalle et toujours rien. Alors moi, je vais conclure, parce qu'on me demande de conclure, je suis déjà trop long, je suis désolé. Pourquoi nous allons gagner? Mais moi, je vais vous dire pourquoi nous allons gagner. On va gagner parce que nous sommes unis. C'est la première fois que je sens une ambiance telle
entre organisations syndicales. Toutes les intersyndicales se passent très bien. Tous les textes sont sortis très rapidement. Oui, j'ose le mot, il y a une fraternité syndicale entre nous, et c'est pour ça que nous allons gagner. Nous allons gagner pourquoi? Parce que 9 actifs sur 10 sont contre cette réforme. Nous allons gagner parce que 60% des Français nous demandent de bloquer le pays parce qu'ils veulent que cette réforme soit abandonnée. Nous allons gagner pourquoi? Parce que les Français ont du bon sens. Oui, le président de la République a dit les Français ont du bon sens. Oui, ils ont du bon sens parce que justement, nous sommes contre cette réforme. Donc pourquoi nous allons gagner? Parce que nous sommes calmes, sereins, déterminés et que le 7 mars, nous serons extrêmement nombreux, effectivement, pour faire reculer le gouvernement. Et je vous le dis, oui, nous gagnerons. Bonsoir tout le monde. Donc, je me présente déjà, je suis Loïc Guetipon, je suis contrôleur à la Direction Générale des Finances Publiques à Belfort et je suis syndiqué à Solidaire Finances Publiques. Donc, je m'exprime ce soir au nom de Solidaire Sud. Ce soir, j'ai fait le choix de vous parler de fiscalité, d'évasion fiscale, mais aussi des conséquences de ce projet de réforme sur les femmes, dont nous verrons qu'elles sont doublement pénalisées. On va commencer par battre en brèche le faux argument de masse qui a été ressassé à longueur de journée. Puisque nous vivons plus longtemps, il est impératif d'allonger la durée de cotisation pour sauver le système de retraite. Le 1er juin, sur France Inter, le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, mon patron, avait justifié le projet en ces termes. Nous voulons poursuivre la baisse des impôts et des taxes. Pour cela, il faut que collectivement nous travaillons davantage. C'est l'objectif de la réforme des retraites. C'était l'objectif de l'assurance chômage. Et tout cela va nous permettre de rétablir les finances publiques, baisser la dette, baisser les déficits publics. Pourtant, aucune étude ne démontre de menaces sérieuses pour l'équilibre des finances de notre régime de retraite, même si le nombre de retraités, effectivement, augmente. Malgré cela, le gouvernement s'entête. Selon lui, allonger le temps de travail serait la seule solution pour financer les retraites. C'est un mensonge. Et le corps le dit lui-même, il n'y a pas de souci majeur de financement des retraites. Ça a été évoqué par mes camarades. Derrière ce mensonge se cache une autre réalité, celle de réduire les dépenses publiques sur le dos des salariés. Et cette réforme a pour but de compenser la baisse des impôts de production des entreprises, comme l'a d'ailleurs indiqué le gouvernement français dans ses engagements à la Commission européenne et dans le budget de 2023. Cela lui permettrait de dégager 8 milliards par an dès 2027 sur un budget total de 340 milliards environ. Mais il oublie de rappeler que ces économies seraient contrebalancées par 5 milliards de dépenses supplémentaires de prestations sociales, de chômage ou de santé. Et oui, la magie de la chaîne de production, les exosquelettes et les numéros verts, ça ne compense pas tout dans le monde réel du travail. Alors, remettons en perspective ces quelques milliards qui veulent économiser en nous volant 2 années de nos vies. La suppression de l'ISF, c'est une perte de 3 milliards d'euros par an pour les recettes de l'État. L'instauration de la flat tax sur les revenus financiers, c'est 900 millions par an. Les cadeaux fiscaux et les aides publiques, dont ont essentiellement bénéficié les très grandes entreprises, c'est 160 milliards par an. 200 milliards en 2021. Et ça représente désormais un tiers du budget de l'État. Oui, un tiers. 3 fois plus qu'il y a 20 ans. La baisse des impôts sur les sociétés entre 2018 et 2022, c'est 30 milliards. Les niches fiscales, dont la plupart ne servent à rien, c'est 90 milliards. Enfin, et c'est un point sur lequel je vais particulièrement insister, la fraude fiscale et l'évasion fiscale. C'est entre 80 et 100 milliards par an dans les caisses de l'État, alors que nos services de contrôle fiscal, chez moi, ont perdu de 3 500 à 4 000 postes depuis la fin des années 2000. Savez-vous d'ailleurs quelle est la différence entre l'optimisation fiscale et la fraude? Fin 2022 est sorti un rapport spécial sur l'évasion fiscale annexé au projet de loi de finances 2023, dans le cadre duquel l'ONG ATTAC avait été auditionnée. À sa lecture, on comprend vite que le terme bien propre d'optimisation est trop souvent galvaudé par les défenseurs de l'évitement de l'impôt, qui prétendent souvent à tort que celui-ci est justifié et légal et qui minimise la réalité de la fraude fiscale. La rapporteure plaide d'ailleurs pour une définition harmonisée afin d'en finir avec les éléments d'interprétation. Elle propose une définition large de l'évasion fiscale comme tout comportement d'un individu ou d'une personne morale dont l'objectif est d'échapper à l'impôt, ce qui couvre l'optimisation fiscale agressive et la fraude fiscale. Une approche qui rejoint celle d'ATTAC et de notre syndicat Solidaire Finances Publiques,
et qui permettrait enfin d'appeler un chat un chat. Nombre d'entre nous considèrent l'évasion fiscale comme une fatalité. Macron martèle qu'il ne veut surtout pas punir les grandes entreprises au risque de les voir partir, alors qu'il s'agirait tout simplement de les imposer au juste niveau et que dans les faits, elles sont déjà largement parties. Selon l'économiste Gabriel Zucman, 40% des profits des multinationales sont logés dans des paradis fiscaux. Je pense évidemment à Total, mais aussi à McDo, Starbucks, Amazon, McKinsey, il y en a plein d'autres. La liste est malheureusement immense. Je pense à nos grandes banques françaises. Je pense à ces bataillons d'experts dont le seul rôle est d'aider ces grandes entreprises à éluder l'impôt. Et puisque nous sommes à Belfort, je pense à GE, où l'on vient de constater qu'en plus de la vision extérieure des entreprises qu'ont les services fiscaux et les ONG tels que Attac ou Oxfam, j'en ai parlé, les syndicats ont une vision intérieure qui leur permet d'exercer un droit d'alerte économique. L'intersyndicale de GE Gaz, Sud Industrie et CFE-CGC a démontré récemment qu'il était possible d'attaquer des pratiques d'évasion fiscale de son entreprise. À travers 2 droits d'alerte économique, leurs experts ont réussi à démontrer qu'une minoration artificielle des bénéfices, comprise entre 560 millions et 800 millions d'euros, aurait été opérée entre 2016 et 2019, à l'échelle de GE Gaz, 1300 salariés, je crois. Une plainte a été déposée au parquet national financier, l'enquête est en cours, le siège de GE Gaz a été perquisitionné une première fois. Que démontre cet exemple emblématique à Belfort? Que l'évasion fiscale qui appauvrit nos services publics, qui minore la rémunération des salariés et par conséquent les cotisations en retraite ne doit plus être une fatalité. La classe des riches nous mène au chaos. Alors, syndicats du privé comme de la fonction publique, nous devons entrer en résistance pour reconquérir ce qu'on nous a volé. Vous le voyez, ce ne sont pas les dépenses des retraites qui explosent. Ce sont les réformes passées et le hold-up en cours qui réduisent les financements de la sécurité sociale. Pourtant, je vous le promets, et j'espère l'avoir illustré sur cette première partie, de l'argent, il y en a, et beaucoup. Alors, puisque dans la continuité de la journée du 7 mars, nous vous appelons toutes et tous à participer activement à la Journée internationale des droits des femmes du 8 mars, je souhaite rappeler les aspects particulièrement défavorables aux femmes que contient cette réforme. Même si tout le monde du travail est perdant dans ce projet, oui, tout le monde, les femmes le sont encore plus. Le système patriarcal en tant que système de domination que subissent les femmes se traduit par des inégalités de déroulement des carrières et de rémunération et se traduit inévitablement par encore plus d'inégalités à l'âge de la retraite. Je ne vais pas revenir sur les chiffres qui ont été brillamment évoqués par mes camarades, j'en retiens un seul ou deux. En 2020, la pension moyenne des femmes est de 1 154 € contre 1 931 € pour les hommes. C'est 40% d'écart, ça fait à peu près 800 € de différence, c'est surtout ça qui compte. Et d'ailleurs, 50% des bénéficiaires du minimum vieillesse sont des femmes seules. Oui, les femmes qui ont des carrières moins favorables que celles des hommes et acquièrent moins de droits à la retraite pour toutes les raisons que l'on sait, sont conjoncturellement obligées de travailler encore plus longtemps que les hommes, ça a été évoqué précédemment. L'allongement de la durée de cotisation pénalisera donc tout le monde, mais je le répète, encore plus les femmes. Cette réforme va donc aggraver les inégalités qui existent déjà. À Sud Solidaire, où les valeurs et les combats féministes sont inscrits dans notre charte, nous y sommes particulièrement sensibles et vigilants. Alors justement, à Solidaire, que voulons-nous? C'est très clair. La retraite à 60 ans avec 37,5 années de cotisation. Comment? En partageant les richesses. Il faut augmenter le niveau de nos rémunérations et ainsi augmenter les cotisations sociales qui sont du salaire socialisé, c'est-à-dire c'est la part du salaire qui n'est pas versée directement au salarié, mais prélevée sur son salaire brut sous forme de cotisation. Or, la tendance actuelle est aux primes, aux intéressements ou aux participations défiscalisées et désocialisées. En mettant en place une cotisation sociale sur les dividendes, on est tous d'accord sur le fait que c'est le travail qui produit la richesse. Alors étendons les cotisations à toutes les richesses produites. En réalisant enfin et vraiment l'égalité salariale homme-femme, la CNAV a calculé que cela augmenterait ses recettes de 14%. En menant une politique d'emploi déterminée, notamment dans les services publics, qui en ont tellement besoin et qui sont bien souvent la seule richesse de ceux qui n'ont rien. Je le répète inlassablement, pour financer nos retraites, il y a du fric, beaucoup de fric. Il faut juste avoir la volonté d'aller le chercher là où il est.
Alors pour conclure, je vais malheureusement citer Emmanuel Macron, mais ça finira mieux. Donc Emmanuel Macron a fait de cette réforme des retraites une question de principe. Lors d'un dîner à l'Élysée, devant les responsables de la majorité, il a déclaré « Mon autorité est en jeu. Je n'ai pas l'intention de la lâcher 6 mois après mon élection. » On se laisserait donc voler 2 années de nos vies pour satisfaire l'autorité d'un seul homme? Alors pour répondre à Macron, je vais conclure en citant la grande Louise Michel. Sans l'autorité d'un seul, il y aurait la lumière, il y aurait la vérité, il y aurait la justice. L'autorité d'un seul, c'est un crime. Par conséquent, mes chers camarades, nous qui sommes le nombre, à quelques jours de cette grande journée de blocage du capital qui ronge nos vies, restons unis, organisons-nous, tous ensemble, déterminés, motivés et motivants. C'est nous qui travaillons, c'est nous qui décidons. Je vous remercie. Merci à tous nos intervenants pour la qualité de leurs interventions, justement. Et nous allons passer au moment d'échange entre la salle et nos intervenants. Et je vais donc, on va prendre les questions, on va faire un peu circuler le micro pour si vous avez des questions. Il faut bien que quelqu'un commence, c'est pas toujours évident. Donc je vais commencer. Une question un peu générale, mais quand même assez précise sur le financement. On entend dire que nos cotisations alimentent les caisses de retraite, mais pas que. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que nos cotisations alimentent d'autres prestations sociales ou est-ce que nos cotisations alimentent uniquement les caisses de retraite? Point d'interrogation. Merci. Bonsoir. Oui, je vois en fait notre seul moyen de contrôler les pouvoirs, c'est de mendier dans la rue. Pourquoi on n'essaie pas de mettre en place des référendums? Pourquoi cette réforme de la retraite, on ne la vote pas? Pourquoi on ne vote pas une indexation des salaires sous le coût de la vie? Pourquoi on ne vote pas les choses? Pourquoi la dernière fois qu'on a voté ici en France, c'était en 2005? On a été trahi en 2007. Pourquoi on n'est pas en démocratie? Pourquoi on ne vote pas? Bonsoir, Lionel Santos. Alors l'intersyndicale qui est née, elle me fait rêver. Hein. J'espère que ça va perdurer. Et je pense que la France en arrêt, en fait, c'est un nouveau départ. Et vous êtes venu sur un point qui me touche, c'est l'égalité homme-femme. Il faut savoir que ça fait 30 ans qu'on essaye d'obtenir cette égalité homme-femme. En fait, c'est la plus grosse discrimination qui existe en France. Quand est-ce que ce problème sera réglé? Oui, alors c'est Thierry, j'aurais souhaité poser une petite question. Ça concerne alors, les personnes qui donc sont avec des personnes handicapées. Quel est l'impact sur leur retraite? Qu'est-ce qu'ils bénéficient? Pour moi, c'est pas très clair parce que j'entends deux choses. C'est-à-dire que ça va rien dégager de plus si on vit avec une personne avec un handicap. Voilà, le temps qu'on y a passé, comment c'est capitalisé? Ce ne sera pas dans l'ordre, les réponses ne seront pas dans l'ordre des questions, mais on s'est un peu réparti la charge. Donc moi, je vais répondre à Lionel sur l'égalité homme-femme. Enfin, je vais essayer de répondre. L'égalité homme-femme, elle sera gagnée quand les mentalités auront réussi à évoluer en France et qu'on considérera la femme exactement aussi compétente qu'un homme. J'ai tendance à dire que quand une femme sera à un poste à haute responsabilité et incompétente, on aura gagné. Enfin, ça c'est un peu pour la boutade et j'ai absolument rien contre les hommes, donc voilà, je peux me le permettre. Mais c'est une question culturelle, c'est une question... on sait par exemple que les femmes ont subissent le plafond, ce fameux plafond de verre. À un moment, on doit s'arrêter. Les femmes s'arrêtent dans une carrière pour multiples raisons, mais qui dépendent pas d'elles, parce que les femmes ont appris à jongler, à jongler avec des emplois du temps, à jongler avec des contraintes,
Elles ont appris à se former, enfin on est formés, on travaille largement aussi correctement qu'un homme. C'est vraiment une question culturelle, on part de très loin en France. Finalement, ça fait pas si longtemps que les femmes travaillent, ça fait pas si longtemps qu'on reconnaît les choses. Alors, enfin, le travail rendu à sa valeur, maintenant il va falloir le reconnaître à sa juste valeur. Donc c'est nous, dans les entreprises, les administrations aussi, de mettre le débat sur la table avec les employeurs, qu'ils soient publics ou privés, pour parler de cette question-là. Un index, enfin clairement, je pense qu'on est tous d'accord autour de la table, c'est pas ça qui fera changer les choses, c'est vraiment de se battre au quotidien pour faire reconnaître ces compétences féminines, pour faire reconnaître encore cette double journée, et puis aussi à chacun de prendre sa part sur l'organisation de la vie et familiale, l'organisation aussi, enfin une personne a parlé des aidants, c'est encore très majoritairement les femmes qui sont aidantes dans les foyers. Voilà, c'est aussi une question de répartition de la charge sociale. Et puis, au fur et à mesure, on arrivera à compenser cet écart de salaire. Mais ça a été très justement dit, rien que, enfin par mes camarades, mais rien que de payer une femme au même niveau qu'un homme, on annihile complètement le déficit du système des retraites. Donc là, on a vraiment des revendications dans les boîtes à porter qui sont, on a un boulevard là pour porter ça. Mais à nous de le faire très régulièrement, c'est pas encore le cas aujourd'hui. Juste donc en complément, donc on essaie de se répartir plus ou moins les questions et les réponses. Sur la question de la cotisation sociale, la cotisation retraite, où est-ce qu'elle va? Première chose, donc pour nous, les cotisations, mais y compris historiquement, la cotisation, c'est du salaire. J'ai insisté tout à l'heure dans mon intervention sur le salaire net pour vivre au quotidien et le salaire brut pour mieux vivre demain. Donc ça fait partie de l'élément de salaire. Et les cotisations retraite ne servent exclusivement à ça. Donc ça, c'est l'élément le plus important. Et d'ailleurs, comme ça a été dit pour le coup par d'autres intervenants, d'autres organisations syndicales, plutôt que les primes exceptionnelles non cotisées au bon vouloir des employeurs, et ben nous justement on revendique des augmentations de salaire pérennes qui permettent à la fois de mieux vivre aujourd'hui et de mieux vivre tout au long de sa vie, et notamment pour financer notre système de retraite, parce que finalement dans les questions que vous avez posées et au-delà, la question du financement est l'élément essentiel. La question de l'égalité homme-femme, au minimum c'est 5,5 milliards d'euros de plus de cotisations sociales pour financer nos retraites, et l'arrêt des exonérations, par exemple la CVAE, puis ça a été évoqué, c'est 8 milliards. L'augmentation d'un point, c'est 8 milliards de cotisations sociales dites patronales, etc. Ça, c'est la première chose. La deuxième question qu'il y a eu, la question de la démocratie, qui n'est pas un petit sujet. L'endroit où il y a le moins de démocratie, c'est l'entreprise. Et l'endroit où on peut le moins s'exprimer, dire ce que l'on pense, affirmer comment l'entreprise pourrait fonctionner, et ben c'est dans l'entreprise où on peut faire le moins ces choses-là. Et la chose qui nous reste le plus pour s'exprimer, c'est le syndicat. Et on pense qu'il n'y a pas assez de syndiqués, pas de droit sans syndicat, pas de syndicat sans syndiqués, mais surtout le droit du travail, c'est celui qui est le moins connu, le moins appris, le moins enseigné, le moins étudié, et pourtant c'est celui qui régit notre vie au quotidien. Et les ordonnances Macron qui ont été mis en place en 2017, et aujourd'hui on voit les ravages qu'elles produisent, elles empêchent les possibilités d'expression des salariés, elles empêchent, elles ont supprimé les CHSCT en les transformant en SSCT, si au besoin on pourra prolonger, mais elles font reculer le droit des salariés en facilitant les licenciements, de ceux qui défendent les salariés, les élus du personnel, les délégués du personnel, et favorisent le pouvoir des employeurs. Et ensemble, la démocratie, c'est quoi? C'est aussi la rue, c'est aussi le pouvoir de faire grève, qui est un droit constitutionnel qu'on utilise pour les faire reculer. Pourquoi la grève est l'élément essentiel et déterminant pour gagner? Parce que si on fait pression sur l'outil de production, si on arrête de créer les richesses, ça fait pression sur le patronat, et à un moment donné, le gouvernement sera obligé de céder, parce que le seul qui défend cette contre-réforme des retraites, c'est de fait le MEDEF, qui cherche à nous faire travailler toujours plus, dans la journée, dans la semaine, dans le mois, dans l'année et dans la vie. Et en bloquant, en arrêtant, c'est comme ça qu'on fait pression et qu'on les fait reculer. Alors,
Bon, pour l'égalité, quelqu'un a dit, qui a porté la question tout à l'heure, que ça faisait 30 ans. Le combat, il dure depuis plus longtemps. Chez une femme, je veux dire, on revendique l'égalité depuis toujours, nous les femmes. Bon, ça c'est la petite boutade, mais le combat de l'égalité, il date de très longtemps. Pour y arriver, je suis d'accord, ce sera avant tout une évolution des mentalités, mais pas que. On a mis en place un index égalité, il n'y a aucune contrainte financière. Quand on veut réellement lutter contre l'inégalité, on met des sanctions financières ou alors on supprime des réductions de charges sociales si jamais ce n'est pas respecté. Aujourd'hui, l'indice égalité, pour nous, il ne sert pas à grand-chose. Comme l'index senior, vu comme il était présenté, ne servirait pas à grand-chose de la même manière. 22%, on est encore à 22% de différence de salaire. Hein. Donc, et c'est pas des histoires de compétences ou d'intelligence, hein, c'est des histoires d'évolution de mentalité et c'est aussi des choix économiques. Hein. Donc ça c'est sur l'égalité. Après, sur est-ce que les cotisations retraite, elles financent autre chose? Non, elles ne financent pas autre chose. Par contre, l'État aujourd'hui, il compense les retraites des fonctionnaires puisqu'il n'y a pas de cotisation et du coup il alimente la caisse. Mais du coup, il cherche à faire des économies, c'est ce que je disais tout à l'heure. Du coup, en allant jusqu'à 64, il essaye de faire des économies, etc. En augmentant l'allongement de la durée, en augmentant la durée de cotisation, il cherche à faire des économies. Et ces économies, il va chercher par contre à les employer sur d'autres choses. Donc, j'ai cité la CVAE. Ils ont plein d'autres projets d'économie, enfin la taxe professionnelle, qui est peut-être un peu mieux compris. Ils ont plein de projets d'aller faire des économies du coup sur le régime retraite pour financer d'autres choses que les retraites. Et ça, pour nous, c'est inacceptable. Bon, je réponds, après je laisserai du coup mes collègues peut-être, je réponds peut-être. Quelqu'un dit voter, pourquoi on vote? Pourquoi on ne vote pas plus? On vote déjà beaucoup en France. On vote nos représentants, on vote nos députés, les collectivités territoriales, etc. Après, c'est est-ce que du coup, les gens qu'on met en place, ils respectent ou pas du coup la volonté des citoyens dans leur vote, et ça on le verra dans peu de temps à l'Assemblée nationale et au Sénat, puisqu'aujourd'hui on a 70% de la population qui est contre cette réforme et on a 9 salariés sur 10 qui sont contre. Donc c'est là qu'on va voir du coup le vote et l'utilité du vote, et si nos représentants à l'Assemblée nationale et au Sénat tiennent compte du coup des citoyens et des vœux de leur population. Oui, peut-être alors sur une question sur les retraites pour les salariés en situation de handicap. Alors je crois que ça ne devrait pas bouger et le gouvernement souhaite créer en plus, donner 4 trimestres, si je me souviens bien, pour les aidants. Alors après, il faudra voir les modalités pratiques, mais 4 trimestres quand vous prenez 2 ans de plus, excusez-moi, c'est un pansement sur une jambe de bois. Hein. Voilà, il faut se dire les choses. C'est-à-dire qu'en fait, on fait semblant de vous donner quelque chose, mais on augmente la durée de cotisation et on vous dit, on pousse l'âge légal et on vous dit on donne 4 trimestres. Voilà. Donc c'est pas suffisant et il y a plein effectivement de choses à revoir dans le système de retraite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui les choses ne sont pas parfaites. On a parlé par exemple des trimestres majoration de durée d'assurance. C'est vrai que par exemple dans le privé et dans la fonction publique, vous n'avez pas le nombre de trimestres pour un enfant, alors qu'un enfant, que vous soyez fonctionnaire ou pas, c'est la même chose, quoi. Et on pourrait se poser la question, pourquoi effectivement il y a des différences? C'est pas acceptable. Sur la pénibilité, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais vous êtes dans un crous en train de garder des chambres d'étudiants la nuit, vous n'avez pas de point de pénibilité. Vous êtes dans une résidence privée, en face vous avez des points de pénibilité, vous partirez avant en retraite. Pourtant c'est le même métier. Et c'est la même conséquence sur votre santé. C'est pas le statut qui donne les problématiques de santé, c'est bien le métier. Donc il y a quand même des choses, si vous voulez, et là encore, le gouvernement n'a pas voulu bouger d'un iota. Sur les cotisations sociales, oui, effectivement, ça ne finance que les retraites, que l'assurance maladie, que la famille. Et c'est fléché. C'est-à-dire que le gouvernement ne peut pas en faire ce qu'il veut. Mais là où il y a le danger, c'est quand il baisse
où il fait des exonérations de cotisations sociales qui remplacent par l'impôt. Donc pour l'instant, il compense, mais un jour, il pourrait décider de ne plus compenser. Et donc, il affaiblit par là le financement de la protection sociale. Et dernier point sur, effectivement, la démocratie. On nous parle beaucoup de l'Europe. On nous dit, vous les Français, vous travaillez moins que les autres pays. C'est vrai, dans l'absolu. Mais c'est vrai pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les mêmes hommes politiques, déjà. Donc, quand il y a une parole politique, elle est tenue. 2, ils n'ont pas les mêmes employeurs. Et 3, ils préparent les secondes parties de carrière. Quand vous êtes en Suède, que vous êtes couvreur, on vous dit à 42 ans, vous ne serez plus couvreur, mais par contre, je prépare votre seconde partie de carrière. En France, qu'est-ce qu'on fait? On vous embauche et puis on vous vire. Et on vous met effectivement soit en invalidité, soit en incapacité. C'est ça la différence fondamentale. Et quand j'ai eu l'occasion de débattre avec une députée de la majorité à Lyon, elle nous a dit, regardez, en Europe, les gens travaillent beaucoup plus longtemps. Et je lui ai répondu, le SMIC en France est plus élevé, faut-il le baisser, madame? Comparaison n'est pas raison. Notre système de protection sociale, il est quand même meilleur que les autres pays européens sur certains sujets. Est-ce qu'il faut le baisser? Non, je ne le crois pas. Donc les comparaisons, il faut toujours s'en méfier. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Bonjour, bonsoir à tous. Gébar Abdelaziz, je suis syndicaliste à Général Électrique à Belfort. Ma question, elle va paraître un petit peu décalée, mais vous verrez à la fin, il y a un lien. L'année prochaine, au mois de janvier, il y a une application qui va se mettre en place, c'est les conventions collectives. Alors, ceux qui ont étudié ça, ceux qui ont regardé exactement ce qu'il en est, les retraites vont être impactées. Je ne vais pas étaler tout ça, je peux vous l'expliquer après. Mais en tout cas, les retraites vont être impactées. J'essaie de comprendre l'incohérence. Comment on peut signer une telle convention et venir défendre les retraites? Peut-être que vous avez des réponses à ça, hein. J'attends que ça. Mais j'essaie de comprendre. En tout cas, je suis pour l'union, mais je sais que la majorité des syndicats qui sont là ont signé cette convention collective, sauf la CGT, bien sûr. Mais il faut le dire. Donc, j'essaie de comprendre cette incohérence. Merci de me donner des réponses. Bonjour, Bruno Lemerle, retraité de Peugeot-Sochaux. J'ai une question. Qu'est devenu le fonds de réserve des retraites instauré du temps de Lionel Jospin? Et puis, dans ce que vous avez présenté, chez plusieurs intervenants, il y a, et je le comprends bien, une nostalgie du compte pénibilité tel qu'il avait été mis en place à l'origine. Moi, je voulais aussi en signaler les grandes limites. Travailler de doublage, c'est-à-dire une semaine où on commence à 5 h du matin, une semaine où on finit à 21h15. On a ce que les hommes d'affaires appellent le jet lag, le décalage horaire toutes les semaines. Le mercredi, vous rentrez chez vous, vous n'avez qu'une envie, c'est l'envie de gerber. Voilà, ça, c'est pas pénible. C'est pas pénible parce que c'est pas des équipes alternantes. Ça alterne, mais ça alterne pas en comprenant le week-end, la nuit, etc. Le travail en chaîne, c'est pas pénible. On refait les mêmes opérations toutes les minutes sur la voiture, mais dans les critères de pénibilité première version, c'est pas dedans. C'est pas assez répétitif. Voilà, alors tous les camarades qui ont le canal carpien, la coiffe des rotateurs, les épicondylites, c'est pas pénible. Et puis, par contre, le travail de nuit a été reconnu comme pénible. Les premiers points, ils sont perdus parce qu'il faut aller en formation. Et puis surtout, c'est pas rétroactif. Donc les gens, ils ont fait 25 ans de travail de nuit et ça compte pour 0. Donc moi, je pense qu'il y a un vrai boulot à faire
pour nous, organisations syndicales, alors je parle des pénibilités physiques, mais je pense que l'institutrice avec 30 gosses dans sa classe, c'est une autre sorte de pénibilité et qu'on ne sait pas forcément tout à fait bien mesurer. Voilà. Et puis une dernière réflexion, quand on dit pour les personnes qui sont en retraite pour invalidité, handicap, etc., ça ne change rien. Ça ne change rien sur la date de départ, ça change sur le nombre de trimestres sur lequel est calculée la retraite. C'est-à-dire que c'est plus sur 167, c'est sur 172. Hein. Et la plupart de ces gens-là, ils n'ont pas la carrière complète. Donc ça veut dire qu'effectivement, ils partiront au même âge, mais avec moins. Ils n'avaient pas besoin d'être invalides ou en incapacité non plus. Hein. Moi, je voulais poser, bonjour, je voulais poser la question, je travaille dans une entreprise privée et on me pose la question de savoir si ce qui se dit sur le fait que les cotisations du régime privé financent le régime public est vrai. Et je ne sais pas quoi répondre. Oui, bonsoir, Jean Bérillon, je travaille chez General Electric, j'estime. Autour de moi, il y a principalement des cadres. Et j'avoue que je ne suis pas assez calé encore aujourd'hui pour dire exactement si les cadres sont quand même vraiment impactés en ayant eu des carrières qui ont démarré assez tard en général. Voilà, donc simplement cette question, comment est-ce qu'on peut plus les motiver à venir manifester ? Oui, moi je voudrais savoir quel impact de la suppression des régimes spéciaux va avoir sur notre système de retraite. Parce que du fait qu'on arrête les régimes spéciaux, ce sera plus financé par les personnes qui appartiennent à ce régime. Donc qui va financer au final les pensions des retraités, des futurs retraités. Merci. Alors, il y a quelques questions très techniques que je laisserai à mes camarades qui sont négociateurs nationaux et qui connaissent le sujet dans le détail. Moi, je vais essayer de répondre sur pénibilité et invalidité, handicap, qui sont pour moi très très liés parce que, alors, tu l'as dit, le système, en fait, il est juste imparfait. Les syndicalistes que nous sommes, on ne peut que se battre pour que, en fait, on prenne en compte, le gouvernement prenne en compte les métiers. Pour l'instant, il s'agit de critères. Mais d'abord, ils ne sont pas suffisants, tu l'as très bien expliqué. Et puis, l'idée, c'est de prendre en compte surtout la prévention. On est sur un système basé sur la réparation et ce n'est pas satisfaisant aujourd'hui. Mais on a un pied dans la porte, on ne lâche pas l'affaire de cette pénibilité. On va essayer de faire évoluer les choses. Je rejoins mon camarade CGT. Hein, si on était 5 ou 10 fois plus de syndiqués, ce serait aussi un peu plus facile pour nous de faire avancer ces problématiques-là et de se faire entendre des employeurs, qu'ils soient publics comme privés. Donc, appel à vous et à ceux que vous connaissez, syndiquez-vous, on aura plus de force, on y arrivera mieux. Sur handicap, sur invalidité, handicap, même chose. Essayons d'éviter ces problématiques-là en mettant en place dans l'entreprise une vraie politique de prévention, une vraie politique d'accompagnement, une vraie politique de formation. On essaye de le faire, c'est toujours imparfait. Les employeurs bloquent, mais à mort sur ces questions-là. Ils voient pas trop l'intérêt. De toute façon, clairement, vous le savez, mais ils nous disent oui, bon, c'est pas très grave, la personne va être en invalidité, il va être pris en charge. Non, c'est absolument impossible d'entendre ce genre de choses. Mais c'est encore extrêmement difficile de faire évoluer les affaires sur ces sujets-là. Il y a des entreprises qui ont des vraies politiques sociales qu'on peut prendre en exemple. Voilà, il y a encore du boulot. Pour les cadres, clairement, ils seront moins impactés, mais je dirais, je prends volontairement ces 3 sujets parce que pour moi, c'est un peu les mêmes. Les cadres, certes, comme ils ont commencé leur entrée dans le monde du travail un peu plus tard, ils ont beaucoup plus de chances ou de risques, ça dépend par quel bout on le voit, d'aller jusqu'à 67 ans de toute façon. Pour autant, la question du travail, et c'est là que je fais le lien, doit être mis au centre du sujet.
C'est ça en fait qui nous préoccupe aussi. C'est là où on parle retraite parce que le gouvernement, l'exécutif met ce sujet sur la table. Mais en réalité, il faut parler du travail. Les cadres subissent des pressions psychologiques, une charge mentale, toutes les dérives du lean management, etc. Donc on a les mêmes problématiques, quel que soit finalement l'endroit où on se place dans l'entreprise. Et c'est là aussi qu'on doit se rejoindre pour parler du travail, de l'organisation du travail, des conditions de travail, du management, de la formation et de toutes ces questions. Et c'est très syndical et là, on a besoin d'être extrêmement nombreux, forts et unis. Pareil, donc quelques éléments de réponse. Bon, la première là, sur la question de la cotisation sociale du privé qui financerait le public. C'est des questions aujourd'hui et c'est extrêmement important. Ces débats-là, ils servent aussi à ça. C'est-à-dire quand on est convaincant, quand on est convaincu, on est convaincant et développer ces arguments, ça permet que les uns et les autres, on participe justement à ancrer, à contre-argumenter par rapport au mensonge, parce que c'est le terme qu'on emploie souvent, parce que c'est clairement le cas. Le régime privé, ce qu'on appelle le régime général, il se finance donc par la cotisation, c'est ce qu'on a discuté tout à l'heure. Les régimes pionniers et le régime de la fonction publique, qui est un régime particulier, il est financé par l'État et c'est séparé, ces régimes-là, parce que c'est des caisses qui sont différentes. Pourquoi je dis régime pionnier? Parce que j'en profite, ce qu'ils appellent régimes spéciaux, en faisant croire que les privilégiés, ce seraient les cheminots et pas Bernard Arnault. C'est ceux-ci qui sont en train de nous expliquer que c'est la faillite, les privilégiés, enfin vous voyez bien leur idée en gros de, en permanence, nous diviser, se jalouser les miettes au lieu de partager le gâteau que nous participons à créer et c'est extrêmement important. C'est extrêmement important de parler de ça, des régimes pionniers, des régimes spéciaux, parce que ce sont les régimes les plus protecteurs. Ce sont les régimes qui prennent le plus en considération la question de la pénibilité, puisque c'était la deuxième question, et donc de la reconnaissance de celle-ci en prévention comme en réparation, parce que quand on travaille la nuit, le week-end, eux aussi, celle-ci et celle-là, ce sont des régimes protecteurs. Pour certains, l'équilibre, d'autres plus, parce qu'ils sont en train de supprimer ces régimes ou de ne pas recruter assez. C'est le cas pour les fonctionnaires, c'est le cas pour certains régimes spéciaux. C'est le cas, un régime à l'équilibre, il y a le régime, par exemple, de l'énergie, des énergéticiens, des mines et de l'énergie. Il y a le régime des sénateurs, qui est aussi un régime spécial. Pourquoi on supprimerait certains et pas d'autres? Vous voyez vers quoi j'essaie de tendre? Je dis simplement, au lieu de jalouser les miettes et de pointer ceux qui ont le plus d'acquis, gagnés par la lutte et par des conditions spécifiques, à l'inverse, il faut essayer d'élargir les reconnaissances de pénibilité, des trimestres validés par année d'exposition pour travailler moins. Alors on n'est pas tous d'accord sur les formules, mais dans tous les cas de figure, on veut une reconnaissance réelle de la pénibilité et de pouvoir partir plus tôt quand il y a des conditions de travail que tu évoquais précédemment, évidemment, et pas de manière individuelle, c'est un débat qu'on a entre nous, mais de manière collective. Deux choses, fonds de réserve, on ira plus loin sur la discussion ensuite, mais c'est plusieurs centaines, enfin c'est près de 200 milliards d'euros de fonds de réserve, donc c'est dire que les réserves existent et que c'est un élément peu mis en avant mais qu'on peut utiliser. Troisième élément systématique, hein, j'insiste, ils veulent nous faire travailler plus, toutes et tous, dans nos vies, quel que soit le moment. Il y a 6 millions de chômeurs dans ce pays. Il y a 6 millions de chômeurs et ceux qui sont au boulot, on travaille trop et il y a 6 millions de personnes qui en sont privées. Où est la logique? Ou bien vous comprenez bien vers quoi il nous a amené. Et vraiment pour terminer, le camarade a évoqué la question de la convention collective de la métallurgie. J'ai mon avis qui est le même que le tien sur le sujet, évidemment. Il faut comprendre que dans ce pays, il y a une histoire particulière comme chacun des pays. Et il y a de la division syndicale, c'est notre avis. Il y a trop de divisions syndicales, on essaie de prouver le contraire sur un sujet. Aujourd'hui, c'est le sujet des retraites. Il n'y a jamais eu autant d'organisations syndicales dans ce pays et jamais eu aussi peu de syndiqués. Ça doit nous interroger. Et la question, c'est pied à pied, étape par étape, comment on fait pour le dépasser, comment on a réussi à faire sur les retraites. Parce que je vous assure une chose, vous pensiez toutes et toutes il y a 6 mois qu'on serait capable d'en arriver là? Vous pensiez toutes et toutes il y a 6 mois qu'on était en capacité d'avoir un front uni sur des revendications claires qui permettent de mobiliser des millions de salariés et qui, pour depuis très longtemps, permettront au gouvernement de reculer avec, je le disais, matériel commun, tract pour l'égalité homme-femme et au-delà en commun. Et c'est en marchant ensemble par l'unité syndicale qu'on arrive à dépasser, pas tout, parce qu'il ne faut pas se raconter d'histoire.
Si on n'est pas dans la même organisation, il y a aussi des raisons et des points de vue à juste titre, et c'est pas pour les balayer, mais c'est pour essayer de se dire comment on les surmonte pour gagner. Le dernier mot, c'est ils ont essayé de nous diviser, ils n'y sont pas arrivés. Ils ont essayé de dire que c'était un projet de justice sociale. Tout le monde voit bien que c'est injuste. Ils nous ont expliqué que c'était la réforme ou la faillite. Mais stop, ça suffit, même le corps le dit. Et nous, ce dont on parle, on parle du travail, de nos réalités, de ce qu'on subit au quotidien. Et c'est en expliquant tout ça qu'on les fait reculer. Et tous ensemble, on le dit. Ni 63, ni 64, 62, c'est déjà trop. Je ne vais pas polémiquer sur la convention collective de la métallurgie, juste expliquer les prises de décision dans les organisations syndicales et comment on signe un accord ou on ne le signe pas. Donc quand il y a des textes qui sont négociés comme la convention collective de la métallurgie et mettre en place une convention collective nationale, on réunit nos adhérents en ce qui concerne Force ouvrière, on leur soumet le texte et ils décident par un vote s'ils souhaitent ou pas qu'on appose la signature de l'organisation. Chez nous, c'est les syndicats, les syndiqués qui décident ou pas de signer un accord, et c'est comme ça que ça a été fait pour la convention collective de la métallurgie. Cet accord a obtenu une majorité pour la signature, donc la Fédération de la métallurgie a décidé d'apposer sa signature. Et on défend de manière très forte les retraites. Après, sur le financement de la retraite privée et publique, compensation, il n'y a pas de compensation. Le privé ne finance pas les retraites du public, c'est l'État qui finance les retraites du public par la compensation aujourd'hui. Après, j'avais noté quelques questions. Sur la suppression des régimes spéciaux, qui va financer de la même manière qu'aujourd'hui. Le financement, il ne va pas changer. Il n'y a pas de cotisation spécifique pour les fonctionnaires, donc c'est l'État, pas la compensation. Par contre, le fait que les régimes spéciaux soient prévus dans la loi d'être supprimés, parce qu'aujourd'hui, moi, je ne vais pas acter ça. C'est pour faire des économies, c'est pas pour autre chose. Et aujourd'hui, quand ils essayent d'attaquer les régimes spéciaux, ils essayent aussi d'opposer privé et public. La bataille, elle n'est pas seulement financière, elle est aussi d'opposer les salariés entre eux et de dire, eux, ils ont des avantages que vous n'avez pas, c'est pas normal. Nous, on dit, le privé, il n'a pas les avantages de la fonction publique, c'est pas normal, et on ne dit pas l'inverse. Et puis, les régimes spéciaux, ils sont de l'histoire, ils sont issus d'un contrat social. Contrat social, il faisait aussi qu'à la RATP, les gens partaient plus tôt, qu'ils avaient un régime particulier, et il faisait aussi que du coup, les salariés, ils voulaient aller travailler à la RATP. Et vous avez vu aujourd'hui la situation de la RATP, plus personne ne veut aller y travailler, parce que les salaires sont trop faibles, les conditions de travail sont très mauvaises. Donc, quand on touche au contrat social et aux régimes spéciaux, on arrive à des situations telles que la RATP. Donc les régimes spéciaux, c'est le contrat social. C'est pour ça que les salariés s'engagent dans la fonction publique et y toucher, c'est remettre en cause toute la fonction publique et tout ce qui faisait son attrait et tout ce qui faisait qu'on s'engageait à l'intérieur de la fonction publique et qu'on considérait que la République et l'engagement étaient importants. Voilà, pour ma partie, je vais laisser mes collègues compléter. Oui. Alors, sur le handicap, je maintiens que c'est 55 ans à taux plein. Alors, effectivement, il y a une augmentation de la durée de cotisation, mais visiblement, voilà, je ne dis pas que c'est le paradis. Ensuite, sur la pénibilité, je fais partie des gens, mon organisation syndicale fait partie des gens qui estiment que c'est mieux que s'il n'y avait rien. Voilà. Alors après, ce n'est pas parfait. Le burn-out n'y est pas. Le bore-out n'y est pas. L'ergonomique a été supprimé, etc., etc. Donc, bien sûr qu'il faut aller plus loin. Mais je rappelle quand même que c'est un accord qui avait été signé par les organisations syndicales en 2010, la pénibilité, qui n'a jamais été mis en place sur les critères de pénibilité. Jamais. Donc, bien sûr qu'il faut travailler sur la santé au travail. Une réforme des retraites aujourd'hui, on aurait dû parler d'abord du travail, du sens du travail, de la qualité de vie au travail, de la deuxième partie de carrière. Et après, par les retraites. C'est pas ce qui a été fait par le gouvernement.
C'est inacceptable. Mais aujourd'hui, nous, à l'UNSA, on maintient que la pénibilité doit être prise en compte dans le privé comme dans la fonction publique et qu'il faut aller plus loin sur ces sujets-là, beaucoup plus loin que sur ces sujets-là. Il y a eu le C2P, c'est pas suffisant, mais on le prend quand même. Et il faudra qu'effectivement on aille plus loin encore. Sur la RATP et les régimes spéciaux, là aussi il faut relativiser un certain nombre d'éléments. La RATP, c'est 700 000 € par an de l'État. C'est que dalle. La CNIEJ, l'État met 0 dedans. 0. Dire qu'il n'y a pas un sou d'impôt pour financer le régime spécial de la CNIEJ, des gaziers. Voilà, c'est ça la réalité. C'est le même système que pour les sénateurs. Les sénateurs, ils vous disent « mais nous, on ne veut pas modifier notre système parce qu'il est à l'équilibre, c'est un excédent ». Ben, la CNIEJ, c'est pareil. Voilà. Donc, là encore, on voit bien que c'est une posture idéologique de vouloir punir des gens, des salariés, des travailleurs de ce pays, alors que d'autres solutions existent, effectivement, pour que, effectivement, on ne remette pas en cause le contrat social de ces salariés. Voilà. On les montre du doigt, on leur dit, vous avez des avantages par rapport aux autres, mais on n'explique pas pourquoi ils ont ces avantages et ce que ça coûte ou pas, d'ailleurs, à la société. Et effectivement, et on vous dit le CESE, par exemple, le Conseil économique et social, on va supprimer la retraite du CESE, mais on ne supprimera pas celle, effectivement, des sénateurs, etc., etc. Donc, il y a des tas de métiers qui ont des spécificités, et si on devrait regarder les spécificités des métiers, ça serait quand même beaucoup plus important, et de prévoir les secondes parties de carrière. Voilà. Donc, je pense que nous avons fait le tour des questions qui étaient dans la salle et donc on en arrive à la fin de ce meeting. Un meeting dont au moins un des mots qui reviendra, c'est l'intersyndicale, l'unité. Une chose qui reviendra aussi, c'est la richesse des points de vue qui ont été donc ici exposés, avec des sensibilités différentes. Mais c'est ça aussi qui est fort en ce moment, c'est que justement, on s'entend, on s'écoute et on essaye de faire passer ce message à tout le monde. Une chose aussi qu'on retiendra, c'est que dans beaucoup d'interventions, ce sont les femmes qui sont revenues comme sujet centrale, parce que c'est vrai que ce sont les principales perdantes de cette réforme. Et l'égalité homme-femme, ça me fait juste penser une petite anecdote. En 1992, ça remonte, j'étais enfant, est arrivée au pouvoir comme première ministre une dame qui s'appelait Édith Cresson. On pensera ce qu'on veut d'elle, c'est pas mais la presse s'est déferlée contre elle en disant elle a couché. Donc on en revient aux compétences non reconnues. Ce discours, on est en 2023. Quand une femme arrive à un pouvoir, quand elle arrive à un certain niveau, c'est exactement aussi la même chose qui revient. C'est cette remarque. Par contre, on ne se demande jamais avec qui a couché Castex pour arriver là où il était. C'est vrai, ça c'est un truc qu'on ne s'est jamais posé comme question. Mais ça, c'est juste un peu un énervement féministe. Voilà. Sur la fin de cette soirée, donc juste remercier bien sûr nos intervenants. Merci d'avoir fait le déplacement jusqu'à Belfort. Merci aussi aux techniciens et aux régisseurs qui, sans eux, on n'aurait pas eu tout ça. Merci beaucoup. Alors, j'ai juste une petite parenthèse. Je ne sais pas si je peux dire merci à la mairie parce que pour le moment, elle n'a toujours pas confirmé qu'elle nous prêtait gratuitement cette salle. Donc, on va l'espérer. On va espérer que c'est gratuit. Et puis, on la remerciera aussi très chaleureusement. Donc, on a bien compris au nombre d'interventions que la bataille contre cette réforme jusqu'à son retrait n'était pas terminée. Et que nous avons, nous, un rôle à jouer auprès de nos camarades, de nos collègues, de nos amis, des gens de notre famille qui ne sont pas encore tout à fait convaincus et qui,
qu'il faudra amener le 7 avec nous. Parce que le 7, c'est important, on va mettre la France à l'arrêt. Et ce qui est important, chez nous, ici à Belfort, notre action, elle va être surtout symbolique. On va mettre Belfort à l'arrêt. Et on va le mettre en occupant la place Corbis, après donc la manifestation qu'on va avoir à partir de 10h du matin. On va réunion ici et on va jusqu'à place Corbis et on va bloquer le cœur de la ville. Et bien sûr, le 7 précède le 8 mars. Et le 8 mars, il ne faut pas l'oublier, c'est le jour de la journée internationale de lutte pour les droits des femmes, pour rendre visibles les conséquences particulièrement graves de ce projet pour elles. Et ça, c'est important. Et nous avons un nouveau rendez-vous, c'est à 16h et toujours à la place Corbis. Nous rappelons aussi que nous menons l'intersyndicale tous ensemble des actions. Nous sommes allés déjà rencontrer un député LR qui nous a expliqué sa position. Nous allons rencontrer vendredi, un sénateur et un autre député qui nous expliqueront leur position. Nous avons en ce moment, puisque la réforme passe devant le Sénat, ne l'oubliez pas, nous avons des cartes postales à l'entrée, signez-les, nous les remettrons en main propre à Monsieur Perrin afin qu'il écoute la base, nous, les Terrifortains, qui disons non à cette réforme. Voilà, donc grand merci à tous. La lutte, elle continue et ensemble, on va gagner. Merci.